Salut Geneviève! Salut Manu! Je suis super content de te retrouver cette semaine pour notre deuxième épisode. Ouais. Je vais mettre dans la description pour nos spectateurs s'ils veulent aller voir l'épisode de la semaine passée. La semaine passée, il n'y a pas eu de plongée à proprement dit, on s'est mis les pieds dans l'eau. Mais aujourd'hui, vous me réservez un programme un peu différent. En fait, on est super content de vous amener ici parce que c'est un site exceptionnel. Le lac Chaux-de-Fonds, c'est un lac qui approvisionne la population en eau potable. Donc, ça fait des dizaines d'années, je dirais plus de 50 ans que ce lac-là sert à approvisionner la population. Donc, c'est vraiment important de le préserver puis d'adopter des mesures vraiment de conservation dans le bassin versant du lac. Puis, il y a une très belle qualité d'eau. Je pense que pour la plongée, c'est vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, tu es accompagné de deux de tes collègues, Ouais. Guillaume et Steph. Stéphanie et Guillaume font beaucoup d'études sur les lacs dans notre zone de gestion. Ben Steph, je suis content de te retrouver cette semaine. C'est toi la chef d'expédition à ce qu'on m'a dit. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu qu'est-ce qui se passe? On a une embarcation, donc on va mettre le canot à l'eau. Dedans, on va mettre tout le matériel. Tu vas pouvoir peut-être voir des poissons. Mais tout d'abord, un lac, c'est un écosystème qui est vraiment dynamique avec une richesse extraordinaire d'espèces. Donc là, on parlait que tu pouvais voir des poissons, mais tu sais, dans une goutte d'eau, il va y avoir des bactéries, des virus, il y a du plancton, donc tout ce qui est ces petites algues microscopiques, donc des petites plantes qu'on ne voit pas. Il y a aussi des crustacés microscopiques, le zooplancton. Et toutes ces espèces interagissent ensemble et avec leur milieu, là, le sol, l'eau, les herbiers. Donc c'est vraiment dynamique. Les gens se demandent, est-ce que mon lac est en santé? C'est quoi un lac en santé? Ça, c'est la grosse question, là. C'est un lac qui n'a pas été perturbé par les activités humaines. Donc ça veut dire que son fonctionnement et sa structure est intacte, si on veut. L'activité humaine, ça peut être sur les rives, mais ça peut être à des kilomètres. Là. Okay. Quand c'est dans le bassin versant, ça peut avoir un impact sur le lac. Donc, par exemple, la pollution diffuse par les chalets. Donc, s'il y a des installations septiques qui ne sont pas aux normes, il va y avoir l'érosion. Il peut y avoir, on met des engrais, donc que ce soit domestique ou agricole, ça va avoir un impact sur le lac. Naturellement, un lac, au fil des années, il va s'enrichir. Donc, ça veut dire qu'il va avoir plus de nutriments, il va avoir plus de production biologique, ça veut dire plus de plantes aquatiques, d'algues. Et ce processus de vieillissement naturel des lacs, ça prend des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Le problème avec les activités humaines, c'est que là, ça peut prendre des dizaines d'années. Donc, c'est l'eutrophisation accélérée des lacs qui est un gros problème que nous, on essaie de suivre. Là, moi, je fais mon prélèvement d'eau. Donc, le phosphore, c'est un élément limitant pour les plantes. Donc, ça veut dire que naturellement, là, dans un lac, le phosphore, il n'y en a pas beaucoup. Et les plantes, dès qu'on en ajoute un peu, elles vont vraiment exploser. On va prendre des échantillons de chlorophylle aussi. Donc, le chlorophylle, c'est un pigment qu'on retrouve dans les plantes, dans les algues. Et c'est ce qui leur permet de faire la photosynthèse. Donc, en mesurant ça, on a un indicateur de la quantité de phytoplancton, de microalgues en suspension dans l'eau. On va aussi prendre des échantillons de carbone organique dissous. Donc, est-ce que tu sais c'est quoi ça? Non? En fait, c'est ce qui donne l'eau, la coloration un peu jaune-brun au lac. En fait, le carbone organique dissous provient de la décomposition partielle des sols et donc aussi de la matière vivante dans les lacs. Nos lacs, c'est l'infusion de fées des forêts, si on veut. Ouais. C'est ce qui fait que c'est foncé. Puis on mesure ça parce que ça a une incidence sur la transparence de l'eau. On va mesurer ça aussi avec un disque de Secchi. C'est un disque avec coloré blanc et noir et ça coûte rien à faire. Tout le monde peut le faire. On le descend jusqu'à temps qu'il disparaît et on note cette profondeur. Ça nous donne une indication de la transparence. Donc la transparence, c'est le contraire de la turbidité. Donc moins il y a de matière en suspension, moins il y a de microalgues dans l'eau, plus on va avoir une transparence élevée. Donc ici, la transparence, elle est vraiment très grande. Donc, viens avec moi, Manu. On va aller regarder le périphyton, puis on va aller le mesurer. On va voir s'il y en a beaucoup ici. C'est quoi ça, le sacré python? Le périphyton. Okay. Donc, c'est un sacré périphyton. C'est un mélange d'algues et aussi de détritus et de bactéries. Okay. Et c'est la genre de mousse que vous trouvez sur les rochers. Tu sais, des fois, quand on glisse, là, on n'aime pas trop ça. C'est vivant. Donc, c'est comme une espèce ou c'est plutôt comme une espèce de champignon, de plein de choses différentes ensemble, genre un amas de... C'est ça, c'est comme une colonie de plein d'espèces différentes. On peut faire des prélèvements au milieu du lac comme on va faire, mais des fois, c'est pas assez sensible pour être indicateur qu'il y a des perturbations dans le bassin versant. Donc, d'autres indicateurs comme le périphyton, la quantité, en suivant ça dans le temps, ça peut être des indicateurs précoces de l'eutrophisation parce que c'est dans les rives et la pollution diffuse des fois, ça peut se retrouver juste dans les rives localisées. Ouais. Ok Guillaume,
Tu nous expliques un petit peu la manip de... La mesure du péripton. Voilà, et heureusement que tu me l'as dit parce que sinon je repartais avec mon truc de Python. Donc, comment on mesure le péripton? On veut une roche qui est située entre 30 et peut-être 1 mètre de profondeur. Pas plus profond, pas trop à la surface. Et sur chaque roche, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend 3 mesures par roche. Et ensuite, elle note aussi la grosseur de la roche. Elle note aussi la couleur du péripton. Parce que des fois, tu as du péripton qui est vert, pas plus brun. Ce qu'elle note en ce moment, c'est est-ce qu'il y a des filaments. Parce que des fois, tu as le tapis de péripton qui est comme épaisseur égale un peu partout. Après ça, tu as des filaments qui vont être plus longs. On note la longueur maximale du filament qu'on a vu qui est le plus long. Elle note la densité du péripton. Est-ce que 25 % de la roche est recouverte de péripton ou plus 75 à 100 %? Si elle le veut, elle prend des photos aussi. Si on voit quelque chose qu'on n'est pas certain, bien, au moins on a une photo qui est associée à la roche en question. T'en fais quoi de ces notes-là après? Et après ça, on envoie ça au ministère de l'Environnement qui recense toutes les mesures de péripton. Et puis, ils sont en train de développer un outil justement pour faire des analyses, faire des graphiques, puis essayer de voir à partir de quelle épaisseur on pense qu'il y a de la dégradation. Donc plus il y en a, moins c'est bon signe. C'est normal d'en avoir dans les lacs. On va en voir sur les structures, donc les roches, les poutres de quai. Ce qui est moins bon, c'est quand le péripton est vraiment plus épais. Puis ce qui est bien, c'est de le voir dans le temps aussi, faire un suivi. Donc c'est pour ça qu'ils demandent de le faire sur 3 années de suite. On arrête, on reprend et on va voir s'il y a une évolution. S'il n'y a pas d'évolution, puis ça reste stable, il n'y a pas vraiment de problème. Mais si on voit qu'à chaque année, par exemple, ça augmente, parce qu'on fait les mêmes sites à chaque année, c'est ça le but dans le fond. Donc, en sachant la concentration de phosphore, de chlorophylle, de carbone organique dissous et la transparence, on arrive à classer le lac dans un état trophique, donc un niveau de vieillissement, si on veut. Donc là, ici, on a un lac oligotrophe, donc qui est pauvre en nutriments, pas beaucoup de plantes. Est-ce que, vu que c'est de l'eau potable, je peux la boire directement, même le lac, pendant ma plongée? Tu sais, des fois, on peut prendre des petites gorgées, on va pas être malade, tu vas sûrement avaler du zooplancton. Mais il faut savoir que l'eau ici, elle est traitée pour s'il y aurait la présence de bactéries qui peuvent être pathogènes naturellement dans l'eau, par la présence de castors, par exemple. Bon, surprise, c'est pas tant un vrai beau trésor là, mais j'ai fait peut-être 5 minutes de plongée à peine. Et j'ai les poches remplies, des leurres partout. Des balles de golf, des bouts de plastique. Ça se pogne dans mes palmes et tout, j'ai la poche pleine là. J'essaie de vous montrer un petit peu là, mais voilà. Voilà de quoi ça a de l'air. Donc je vais prendre le temps de tout démêler, de tout sortir, prendre un sac, puis retourner un petit peu là. C'est sûr qu'on nettoiera pas le lac aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais vraiment impressionnant là. Manu, regarde là, il y a des plantes aquatiques. Est-ce que tu penses que les plantes aquatiques, c'est bien ou pas bien pour un lac? Moi je pense que c'est bien. Ça donne plein de lieux en fait, pour les petits alevins, là, pour les petits poissons. Si je dis pas trop de bêtises. Non, c'est vraiment exactement. Les plantes aquatiques indigènes, donc ce qui veut dire qui proviennent du Québec, c'est vraiment important parce que, comme tu dis, c'est un habitat pour les poissons, mais aussi pour plein d'autres organismes. Donc, ça peut être pour le plancton, les amphibiens. C'est extrêmement riche en biodiversité. Un autre rôle, c'est les plantes aquatiques qui vont diminuer l'érosion des rives. Donc, c'est assez important en stoppant un peu les vagues. Et un autre rôle des herbiers, c'est qu'elles vont améliorer la transparence de l'eau. Elles vont agir un peu comme des filtres. Et donc, toutes les particules qui sont en suspension dans l'eau, elles vont, comme l'eau bouge moins, elles vont sédimenter dans le fond. Très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a des espèces exotiques envahissantes. Donc, ça, ce sont des plantes qui sont en dehors de leur aire de répartition normale. Là. Donc, elles ne sont pas originaires du Québec. Et une fois qu'elles sont installées, c'est une menace pour l'environnement parce qu'elles vont être très compétitives avec les autres espèces de plantes aquatiques. Et ça peut mener à une diminution de la biodiversité, mais ça peut aussi avoir un impact sur l'économie, sur toutes les activités là, des gens sur les lacs. Ça me fait penser un peu avec les espèces qu'on parle beaucoup au Québec, la moule zébrée, le myriophylle aipi. Exactement, le myriophylle aipi est une plante aquatique exotique envahissante. Et donc, contre ça, le meilleur moyen, là, c'est de prévenir, donc laver les embarcations, l'équipement de plongée, les cannes à pêche. Et aussi, ça va être la détection rapide. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on va vous montrer un échantillonnage de plantes aquatiques. Ça permet de détecter rapidement s'il y a une espèce exotique envahissante comme le myriophylle et de réagir rapidement. C'est notre meilleur moyen là, pour lutter contre ça. Ça se fait visuellement. Donc, regarde ici, j'ai un aquascope. Et là, on peut regarder, on va faire l'inventaire des plantes aquatiques. Ce lac-là est exceptionnel de par sa qualité puis le bel écosystème.
mais en fait, c'est un lac qui est préservé. Donc, c'est pas un lac qui est accessible au public, c'est vraiment pour éviter toute source de contamination. Aujourd'hui, on va se déplacer en canot, toi, tu vas plonger, mais c'est vraiment une occasion unique là, de pouvoir se promener. Puis, Yes. vraiment... Donc c'est vraiment important, c'est pas une invitation à prendre vos wetsuits, votre stock de plongée, puis venir plonger ici. On rappelle là que dans le cadre de cette série-là, tout notre matériel est désinfecté à chaque fois, inspecté pour éviter de ramener des sources de polluants. On a plongé dans des rivières qui étaient contaminées, etc. Donc tout est vraiment watché là-dessus. Donc c'est pas une invitation, vous pouvez pas venir plonger là librement, mais il y a plein d'autres lacs où on a le droit de plonger. On vous en remercie de vraiment respecter ça. Et super belle plongée là. Ça fait un bout de temps que j'avais pas vu une visibilité de même avec autant de choses qui se passent sous l'eau là. C'est sûr qu'il y avait le côté un peu négatif a priori avec toutes les hameçons, le fil de pêche, le plastique, etc. Mais le lac est magnifique là, je comprends vraiment pourquoi c'est protégé puis que c'est une réserve d'eau potable là. J'espère que l'épisode vous a plu, un énorme merci à toute l'équipe de l'OBV. En tout cas, nous on a vraiment eu du fun, la plongée était vraiment malade. Puis j'ai appris énormément de choses là, même si ça fait 4 ou 5 épisodes qu'on fait avec des organismes de bassin versant. On apprend toujours beaucoup de choses, des biologistes, etc. sur les lacs qui sont à côté de la maison là, puis qu'on connaît pas toujours tout ce qui se passe sous l'eau. Donc n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous voulez en voir plus, etc. N'hésitez pas à partager, allez voir dans la description toutes les infos là sur l'OBV, les cartes interactives, en apprenant un peu plus sur ce qui se passe dans les eaux proche de chez nous. Je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt. Bye bye.